Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de Caméra Mosaïque sur MCTV Boston. Nous allons parler bien sûr aujourd'hui de la présidentielle du 3 novembre prochain ici aux États-Unis avec comme invité Dr Guy Lachapelle, professeur titulaire de sciences politiques à l'Université Concordia au Québec. Professeur Lachapelle est également secrétaire général de l'Association internationale de sciences politiques et qui est basée, bien sûr, à l'Université Concordia. Merci d'abord, professeur Lachapelle, d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir, merci beaucoup. Pour démarrer cette émission ce matin, professeur Guy Lachapelle, un coup d'œil, je dirais, général sur cette longue campagne électorale qui prend fin dans quelques jours. Bon, on sait très bien que les campagnes aux États-Unis, campagnes électorales, sont permanentes. Vous êtes toujours en campagne électorale. Mais celle-ci est évidemment particulière pour une présidentielle. Évidemment, avec un président comme M. Trump, qui est souvent imprévisible, qui a une relation difficile avec les médias, et dont la gestion aussi au cours de la dernière année, des derniers mois, là, surtout avec la COVID, a été un peu erratique, difficile à suivre tant pour les Américains que pour nous au Québec. Donc, une campagne quand même assez qui oppose en fait deux visions des États-Unis. Ça a toujours été un peu le cas entre républicains et démocrates. Mais cette fois, elle est davantage exacerbée par un candidat, M. Trump, qui traite le Parti démocrate de gauchiste et de socialiste, alors que lui, de son côté, il incarne un peu une vision très à droite dans la mouvance internationale, je dirais aussi, et qui est un petit peu plus loin aussi que la tendance générale du Parti républicain. Même Ronald Reagan, dont les républicains se réclament souvent, avait une vision beaucoup plus centriste, je dirais, que M. Trump. Donc, deux oppositions, une polarisation des idéologies là, entre les deux candidats ou les deux partis politiques actuellement. Mais, professeur Guy Lachapelle, Donald Trump a-t-il intérêt à changer cette ligne politique qui l'a conduit en quelque sorte à la Maison-Blanche? Ça a fonctionné en 2016. Pourquoi changer cette ligne politique en 2020? Oui, c'est le même Donald Trump, mais en 2016, Madame Clinton faisait pas l'unanimité. Faut s'en souvenir là. Ça a été difficile pour elle aux primaires. Il y avait aussi toutes sortes de raisons là pourquoi Madame Clinton recevait pas l'assentiment de la population et des membres du Parti démocrate. Une des raisons, c'est bien sûr son mari, Bill Clinton, qui a été un peu par moment, les Américains ont dit, bon, on veut pas nécessairement revoir Bill Clinton. Il y avait aussi des questions aussi liées, non pas à l'administration d'une future administration de Hillary Clinton, mais à l'administration de Bill Clinton. Même ça a été une période économique soutenue sous l'administration de M. Clinton. Il restait que le Parti démocrate avec Hillary Clinton, on sentait en tout cas un certain malaise au sein du Parti démocrate. On souhaitait évidemment qu'elle soit élue, mais il restait quand même certains questionnements. Elle a malgré tout obtenu plus de 3 millions de voix par rapport à M. Trump et M. Trump a gagné grâce au collège électoral parce qu'il a réussi à aller chercher des appuis, comme on sait, dans les États les plus importants. Mais cette fois-ci, avec M. Biden, la campagne est très différente. M. Biden, je dirais, a un parcours politique presque impeccable depuis le début de sa carrière. C'est quelqu'un qui est très compatissant aussi, ce que Mme Clinton n'avait pas. Il est à l'écoute des citoyens. Et je pense que ça a changé le ton de la campagne là, depuis le mois de janvier. Et aussi quelqu'un qui a l'expérience d'avoir été vice-président. Et ça surtout sur les questions internationales, dont on reviendra sûrement, là, mais il a une expérience. Il était là au moment d'une crise économique et il est responsable en partie de l'Obamacare, là, je dirais, au sein de l'administration Obama. Même s'il parle aujourd'hui d'un Biden Care, d'améliorer le programme encore une fois, mais ça reste pour de nombreux Américains un élément important que Mme Clinton avait aussi, mais qui est
qui a pas été mis de l'avant durant la campagne de 2016 autant. On a surtout critiqué l'Obamacare. Aujourd'hui, on se réalise que c'est nécessaire et M. Obama n'a pas évidemment réussi totalement son plan de santé pour les Américains. Il y a 40 millions d'Américains qui n'avaient pas de service de couverture de santé. Aujourd'hui, il y en a eu à peine 20 millions qui ont profité de ce système. Donc, il reste du travail à faire pour les démocrates s'ils sont élus mardi prochain. Oui, malgré tout, professeur Lachapelle, et je dirais que au départ, ça n'a pas été facile pour Joe Biden, en dépit de sa longue expérience au Sénat des États-Unis, jusqu'à la primaire de la Caroline du Sud. Et c'était pas gagné pour Joe Biden. Non, c'est absolument pas. Et vous avez raison. M. Biden a dû se débattre avec évidemment un Bernie Sanders, avec un parti démocrate comme il est toujours. C'est un parti arc-en-ciel comme on sait qui a différentes tendances. Et là, M. Biden a dû composer, bien que le parti démocrate souhaitait l'élection de M. Biden. Tous les sondages démontraient que M. Biden pouvait battre M. Trump et qu'il était probablement le favori de la population américaine dans ce contexte. Donc, il y a eu un ralliement évidemment à la fin, mais Elizabeth Warren aussi a fait une excellente campagne. Donc, au fil des primaires, on a vu que le discours de M. Sanders était quand même assez limité, qui rejoignait pas l'ensemble de la population. Et M. Biden est un peu le candidat qui réunit tout le monde, et il l'a démontré aussi dans la présidentielle, d'essayer de parler pour l'ensemble des Américains et non pas pour un groupe en particulier. Donc, non, vous avez raison, M. Biden, il a eu à l'arracher là, les primaires et c'est tout à son honneur, je pense, dans le contexte actuel. Professeur Guy Lachapelle, parlons maintenant d'un événement malheureux, je dirais, qui a marqué la vie politique ici aux États-Unis, peut-être la campagne électorale. C'est l'assassinat, c'est le cas de le dire, le 25 mai dernier de George Floyd à Minneapolis, dans le Minnesota. Et pensez-vous que les manifestations contre les discriminations raciales, les brutalités policières, pensez-vous que ces événements ont changé la trajectoire de la campagne électorale? Ben, l'élément important, c'est évidemment que les gens en ont ras-le-bol aux États-Unis. On le sait très bien. J'ai vécu 6 ans à Chicago quand je faisais mes études. J'ai vu l'élection d'Harold Washington, premier maire noir à Chicago. C'est toutes ces villes, on sent qu'il y a un malaise profond là au sein, autant au sein des forces policières qu'au niveau des administrations locales, sur la façon là de faire face à la criminalité, à la violence dans les villes, et qui n'est pas l'apanage uniquement des minorités ou des Afro-Américains. C'est un problème qui est systématique à bien des égards depuis des années, qui affecte aussi les Latino-Américains. Quand on regarde l'embauche, par exemple, au sein de l'administration fédérale. Le décès de George Floyd a été un catalyseur. Je pense que les gens ont réalisé, et surtout que c'était en direct, l'arrogance des policiers, de certains policiers, faut bien le dire, là. C'est pas tous les policiers qui partagent ce point de vue. On a vu des réactions des policiers partout aux États-Unis. Mais c'est aussi cette impunité aussi parfois face à des gestes qui sont intolérables et inacceptables. Tirer dans le dos de quelqu'un aussi, comme on a vu par le passé, ça relève de gestes totalement gratuits. Et il faut que l'administration américaine travaille et amène des solutions à ces problèmes. Mon professeur Ted Gurr, qui a fait un bouquin qui était d'une commission dans les années 60, qui a travaillé sur la violence aux États-Unis, on cherchait toutes sortes de moyens de faire en sorte qu'il y ait un dialogue au moins à l'intérieur entre forces policières, entre milieux communautaires, dans toutes les grandes villes aux États-Unis. Et je pense que c'est ça qui a ranimé un peu tout le débat. Et en plus, je dirais, les partisans de M. Trump ont mis de l'huile sur le feu constamment. Plusieurs de ces manifestations-là étaient totalement pacifiques.
ont demandé justice et M. Trump a lancé un peu un mot d'ordre à ses troupes en leur disant allez manifester, allez appuyer les forces policières. Donc, ça a créé un climat de tension un peu partout. Et ça, c'est devenu évidemment un élément de campagne là, important. Monsieur Trump qui lors du premier débat ne condamne pas les groupes d'extrême droite aux États-Unis, c'est rare, c'est irresponsable d'un président. Et en fait, l'effet de tout ça, on le mesurera mardi prochain. Est-ce que les Afro-Américains qui ont tendance à voter globalement pour les démocrates, mais est-ce qu'ils vont voter, est-ce qu'ils vont aller s'inscrire, est-ce qu'on fera tout dans tous les États, faire en sorte que leur voix soit écoutée? Et ça, je pense que ça risque, si le résultat se confirme en faveur de M. Biden, d'amener des changements, je pense, aux États-Unis. Une réflexion, en tout cas, sur les relations entre les différents groupes dans différentes villes et dans différentes régions aux États-Unis. En parlant de réformes à opérer dans le fonctionnement des forces de police et aux États-Unis, il y a, je dirais, deux visions au sein du Parti démocrate. D'un côté, l'aile progressiste du parti qui plaide en faveur de réformes en profondeur, alors que le plan de Joe Biden est plus ou moins nuancé, je dirais. Est-ce que cela ne risque pas de lui coûter des voix du côté particulièrement des Afro-Américains? Je pense que ça va être assez facile pour lui de réconcilier ce que vous décrivez comme les deux ailes là, sur la question raciale et de la gestion, évidemment, de la sécurité pour les familles un peu partout aux États-Unis. L'important pour M. Biden, ce sera d'établir un dialogue. On se souvient après la mort de George Floyd, il a été rencontrer la famille. Il a rencontré les différents leaders des communautés. Je me souviendrai toujours de Jesse Jackson, par exemple, aussi, qui cherchait aussi à trouver des façons là, que l'administration américaine et qu'on écoute aussi les différents groupes partout aux États-Unis. Et ça, je pense que ça va être l'approche de M. Biden. Le Parti démocrate n'a pas une position arrêtée là sur. Bien sûr, on le sait, les États-Unis, c'est un des pays les plus violents, entre parenthèses, là, parce que quand on regarde les policiers dans les rues, le nombre de personnes incarcérées aux États-Unis, tout ça fait en sorte que il faut éradiquer cette violence. Une grande démocratie comme les États-Unis doit faire en sorte que tous les citoyens restent égaux devant la loi et qu'il y ait des mesures aussi équitables pour en termes d'accessibilité à l'emploi, en termes de services sociaux. On n'est plus dans les années 60, évidemment. Les populations, la population est plus éduquée, il y a plus d'éléments positifs là, en termes de croissance économique, de possibilités d'emploi, mais il reste encore il faut des solutions et il faut trouver que la société américaine soit plus inclusive à tous les points de vue. Et ça reste, je pense, une ligne du Parti démocrate actuellement, alors que M. Trump a joué la carte de la division davantage. Venons-en maintenant, professeur Lachapelle, et au sondage. Et actuellement, au niveau national, Joe Biden mène par entre, je dirais, 7 jusqu'à 10 points au niveau national. Ouais. C'était plus ou moins la même situation, peut-être que 4 points, 5 points à pareille heure pour Hillary Clinton. Ouais. Vous, en tant que spécialiste de sciences politiques, vous analysez et pour plusieurs chaînes de télévision au Canada et la présidentielle américaine, comment vous analysez ces sondages? D'abord, les sondages à travers les États-Unis, on le sait très bien, ce n'est que c'est un coup de sonde, c'est le pouls de l'opinion de manière générale. Oui, M. Biden a 10 points d'avance, Mme Clinton avait 6 points d'avance à ce stade-ci de la campagne. À 10 points, on est dans les marges d'erreur aussi, c'est pour ça que tout le monde est très, très prudent là, dans l'analyse des sondages. Si M. Biden a 5 points de moins là, dans la marge d'erreur,
Donc, ça veut dire que c'est une lutte serrée le mardi prochain. Si M. Biden a 5 points de plus, un écart de 15 points avec M. Trump, c'est un raz-de-marée là aux États-Unis avec un score pareil. Donc, on est prudent. La deuxième chose, c'est qu'on regarde surtout dans les États clés, évidemment. Même chose aux États-Unis, les 10 grands États là, qui sont un peu en ballottage constamment. Là, et on pense surtout d'abord à la Floride, les États du Midwest, le Michigan, le Wisconsin. Les États qui, dans le cas du Midwest, qui votaient démocrates et qui ont voté Trump la dernière fois, cette fois-ci, et la Pennsylvanie, évidemment, Philadelphie. Donc, on s'attend à ce que ces États-là, et on le voit, là, la Floride, c'est très serré, et j'ajouterais le Texas aussi, c'est très serré. Donc, il y a eu un changement démographique aux États-Unis depuis 2016. Les États du Sud il y a plus de jeunes au Texas, la composition a changé. Il y a la communauté hispanique est différente de celle de 2016, à la fois cubains et autres, tant en Floride qu'au Texas, donc et mexicaines. Donc il y a un changement démographique qui va faire en sorte que quand nous on regarde les sondages, c'est évidemment de regarder dans ces états clés, de voir si la lutte est serrée, et regarder aussi au-delà des grandes villes. Et ça, je pense que c'est important. Dans les banlieues, vous me direz, il y a des grandes banlieues aux États-Unis, tout à fait, mais il faut regarder au-delà du centre qui souvent qui sont plus démocrates, mais dès qu'on sort du centre-ville, que ce soit même au Massachusetts, on s'aperçoit qu'il y a d'autres préoccupations des électeurs. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, en tout cas à la dernière élection, les républicains de M. Trump ont fait des gains. Donc, il faut regarder plus dans le détail. Je dirais les compagnies de sondage, en dernier point, se sont raffinées aussi depuis 2016 pour essayer d'être le plus précis possible, d'essayer d'avoir des échantillons le plus représentatifs à l'intérieur de chacun des États. Mais jusqu'à présent, évidemment, avec une tendance de plus de 10 points en faveur de M. Biden, ce serait étonnant là, qu'il ne gagne pas, mais la question, je dirais, c'est plutôt de savoir si ce sera serré ou si ce sera des votes plus massifs un peu partout. Dernier point, l'indication aussi, le nombre de votants là, par anticipation. Là, on est rendu à 76 millions d'Américains qui ont voté. C'est énorme, ça. Un taux de participation élevé. On estime que ce sera peut-être au-dessus de 60%, ce qui est plus davantage que M. Obama. Ce serait remarquable. Là. Ça signifie aussi pour moi, en tout cas, un sens que quand il y a un fort taux de participation, c'est que les gens veulent un changement. Vous êtes toujours sur Caméra Mosaïque, MCTV Boston, une édition consacrée à la présidentielle américaine de mardi prochain. Notre invité, le professeur Guy Lachapelle, professeur titulaire de sciences politiques à l'Université Concordia au Québec. Professeur Lachapelle est également secrétaire général de l'Association internationale de sciences politiques basée à l'Université Concordia. Et professeur Lachapelle, en dépit de cette ferveur constatée chez les Américains à aller aux urnes, au moment d'enregistrer cette émission, 90 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance ou bien par anticipation. Cependant, il y a quand même ici aux États-Unis une certaine anxiété. Donald Trump semble être prêt déjà à contester les résultats de ces élections en utilisant à son avantage le système judiciaire. Professeur Lachapelle, est-ce que les Américains doivent être inquiets? Ça dépend évidemment encore une fois du résultat. Si M. Biden réussit à aller chercher des grands États, la Pennsylvanie, que le nombre de grands électeurs qu'il recueille dépasse largement là, les 300 grands électeurs, 350, ça va être significatif, ça va être difficile pour M. Trump de dire qu'il conteste les résultats des élections. Toutefois, ce qu'il faut aussi je dirais se souvenir dans le cas de cette élection-ci, c'est que la méthode de voter aussi est différente. Hein. Faut pas l'oublier. Le vote par postal est majeur aussi. Et donc, et là, on a vu 2 décisions de la Cour suprême aussi
cette semaine pour la Pennsylvanie. Donc, on va continuer de compter les votes par anticipation, même après mardi. Donc, il y aura un processus, évidemment, de vérification dans chacun des États. Le Wisconsin que vous mentionnez, autant que la Floride, c'est toujours des États difficiles, surtout quand on gagne par moins de 1% des votes. Mais j'ai plutôt confiance dans la démocratie américaine, malgré ce que peut dire M. Trump. Lorsque si la population s'exprime clairement, je pense que là, il y aura moins de contestation dans différents États sur la valeur de l'élection et le résultat. Et je pense que c'est pas dans l'intérêt de M. Trump non plus de faire en sorte que la population se divise aux États-Unis. Évidemment, il est plutôt narcissique, il pense à ses intérêts premiers, mais je pense que ses conseillers vont lui dire c'est le bien-être de la société américaine qui est plus important. Sinon, il risque de créer des dommages collatéraux au Parti républicain. Le Parti républicain risque de souffrir je dirais, de certains comportements de M. Trump si cette transition ne se fait pas de manière, je dirais, démocratique et dans le calme et le respect des résultats. Et est-ce que, selon vous, professeur Lachapelle, la mauvaise gestion de la crise sanitaire suffit seulement à faire perdre des élections à Donald Trump? Non, je pense pas que ce soit uniquement, mais c'est un facteur important. Évidemment, l'effet de la COVID, c'est sur l'économie. On voit l'économie américaine au ralenti. L'entrepreneurship aux États-Unis, les petites et moyennes entreprises, tout le monde est un peu mécontent. Monsieur Trump le sait, c'est pour ça qu'il tient mordicus à ce que l'économie américaine continue de rouler. Mais globalement, on voit que les marchés sont aussi inquiets. Vous parliez au début d'une certaine anxiété par rapport à l'élection. Il n'y a pas juste aux États-Unis que les gens sont anxieux. Je pense qu'un peu partout dans le monde, il y a une espèce d'angoisse. Quel sera l'effet d'une réélection de M. Trump ou d'une élection de M. Biden sur l'économie américaine? Je pense que ce sont deux facteurs qui ont toujours joué, l'économie d'abord, mais là on est dans un contexte particulier. La COVID et ce qui est arrivé avec la crise sanitaire, c'est juste un élément, je dirais, des problèmes actuellement de la gestion de la santé, l'Obamacare. Les Américains veulent un meilleur système de santé, et ça c'est aussi dans les priorités des Américains quand on regarde les enquêtes d'opinion. Ça reste un élément assez crucial là, pour la suite des choses. Et on veut aussi, je pense, un gouvernement qui représente bien les Américains. Et la réputation des États-Unis a été mise à mal depuis 4 ans, un peu partout. Et même si c'est jamais une grande question dans les élections américaines, ça reste que je pense que les Américains, un peu comme du temps de M. Bush, là, je me souviens évidemment l'élection de 2004, là, mais ça reste que les Américains sont toujours un peu inquiets là, par rapport à la situation politique internationale et ça prend aussi en même temps un président qui comprend les grands enjeux et qui arrive avec des politiques aussi qui permettent une meilleure que les Américains, que les entreprises peuvent tirer leur marron du feu dans une économie de plus en plus mondialisée de toute façon. Et en parlant de politique internationale et professeur Lachapelle, la politique étrangère, en fait, a été absente de cette campagne électorale. Oui, tout à fait. Et c'est un peu désolant d'un certain sens. Évidemment, M. Trump joue essentiellement le nationalisme économique américain. Et ce nationalisme, c'est la base de son idéologie, je dirais, là, de ses partisans, défendre l'économie américaine. Et son nationalisme c'est de protéger les emplois, mais c'est toujours contre l'autre, qui soit la Chine, la Russie, le Canada dans le cas du libre-échange. On sent pas chez M. Trump une volonté vraiment de coopération. Il s'est retiré, il n'a pas une très grande estime de l'OMC, des règles du commerce international. Et tout ça aussi peut être dommageable aussi pour l'économie américaine. Sa vision est plutôt même simpliste par moment. Jouer cette carte
je pense que pour Monsieur Trump, ça reste sa seule politique étrangère, si vous voulez, qu'on a revu dans les 4 dernières années. Il aime les relations personnelles, que ce soit avec la Corée du Nord ou avec Monsieur Poutine, mais on sent très bien qu'il faut, les États-Unis doivent aussi rester un peu à l'affût de ce qui se passe. Les relations entre la Chine et le Japon, par exemple, sont pas au beau fixe. Ben les Américains doivent jouer leur poids là, à l'intérieur, sans compter le problème, la dispute avec Taïwan. Mais il faut que les Américains, l'administration américaine, soient au fait là, de tout, je dirais des grands enjeux, mais en même temps sur les grands enjeux régionaux là, dans cette... Donc la politique étrangère est restée une politique commerciale et à part peut-être la question, puis même encore, comme les États-Unis se sont retirés de l'accord de Kyoto, ben toute la question de la réglementation environnementale aux États-Unis était, dans un contexte international, a été mis un peu sous le tapis. Donc non, c'est dommage parce qu'à chaque fois que les Américains ont toujours eu et joué un rôle majeur aux États-Unis, et bon, par rapport à l'Amérique latine aussi, les choses se sont un peu tassées. La relation avec le Mexique aussi, qui reste un partenaire économique, mais évidemment, en construisant le mur et tout ce qui est sa politique d'immigration va faire en sorte d'aliéner aussi son voisin du Sud. Donc, bon, je pense que les Américains espèrent aussi encore une fois, que la réputation des États-Unis s'améliore dans les prochaines années. Oui, en parlant de politique étrangère, en parlant du Mexique, ça nous amène à parler bien sûr des relations entre le Canada et les États-Unis. Ça n'a pas été tellement facile déjà en 2017 pour renégocier l'ALENA. Comment au Canada on a vécu ces quelques, je dirais, 17 mois de négociations pour renégocier, je dirais, l'ALENA? Bon, d'abord, M. Trump a forcé le jeu. On a mis le dollar sur l'ALENA depuis le début. M. Trump a dit que les tarifs, il utilise toujours un chiffre de 219 pourcentage de taxes ou qui ont été mis sur des produits américains, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Là. Sauf qu'au Canada aussi, je dirais, il n'y a pas eu un grand enthousiasme là, à renégocier l'ALENA. Même certains disaient au point de départ, pourquoi renégocier, gardons l'ALENA tel qu'il est, puis on continuera avec cette entente-là jusqu'après l'élection. Sauf que le gouvernement Trudeau, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau, a décidé, lui, de jouer le jeu, d'essayer de trouver une entente, de tirer peut-être quelques avantages, parce que, évidemment, la crainte au Canada, c'était surtout en Ontario, l'industrie de l'automobile, et quand on comprend ce qui est le secteur automobile en Amérique du Nord, là, quand une automobile passe 7 fois entre Windsor et Détroit avant d'être mis sur le marché, il y a quand même des échanges commerciaux assez majeurs. Monsieur Trudeau aussi souhaitait le pipeline dans l'Ouest. Donc, il y a des intérêts politiques au Canada aussi de renégocier l'ALENA. Mais je dirais que Monsieur Trump a fait un peu fausse route. Bien qu'on a parlé du Wisconsin, il a répété souvent, là, les produits agricoles, qui sont toujours un peu un maillon faible dans nos relations commerciales, que ce soit entre le Canada, le Mexique ou les pays européens. C'est un secteur qui est toujours difficile, mais il a voulu plaire aux producteurs de fromage du Wisconsin en disant « je vais augmenter les tarifs ». Ce qui a eu un effet aussi sur l'industrie agricole, les producteurs de lait ici, en particulier au Québec. Donc ça a laissé un goût amer. Mais je reviens à mon point de départ. L'enthousiasme n'était pas là au Canada autant qu'il l'était en 88 lors de la signature de l'ALE, du premier traité de libre-échange Canada-États-Unis. À l'époque, on était au début d'une mondialisation. Il était important d'ouvrir les frontières et de s'assurer d'une libre circulation le plus possible à moindre coût des deux côtés de la frontière de tous les biens et services pour faire en sorte que ce soit les consommateurs, soit vous et moi qui en profitent. Les tarifs de M. Trump, je vous donne un exemple simple, l'industrie du bois, construire une maison aux États-Unis maintenant, il y a eu une augmentation importante à cause des tarifs de M. Trump. L'industrie du bois ici va repasser la facture essentiellement aux consommateurs tôt ou tard et
Et c'est pour ça qu'on disait, je pense que le coût de construction d'une maison aux États-Unis a augmenté de 26% à cause des tarifs. Et c'est une guerre des guerres tarifaires ou imposer des sanctions économiques, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça que M. Trump probablement pas compris depuis le départ, c'est que ça améliore pas nécessairement l'économie américaine. C'est bien beau de garder des emplois aux États-Unis, mais on était presque dans le plein emploi là, un peu partout, même aux États-Unis. Donc, ça cible avec l'ALENA et les commentaires encore cette semaine à l'endroit du Canada. Je pense que c'est une méconnaissance totale de cette relation et aussi, je dirais, de cette amitié qui dure depuis des années là entre les États-Unis et le Canada. Mais, professeur Guy Lachapelle, est-ce qu'à ce niveau, on ne peut pas dire que le président américain avait forcé la main en quelque sorte à Justin Trudeau, puisqu'il était prêt à signer un accord avec le Mexique en laissant de côté le Canada? Ben, je dirais que c'est la faute du Canada aussi, parce que M. Trudeau avait dit qu'il était prêt à signer avec les États-Unis sans le Mexique. Et ça a amené tout un débat ici au Canada, parce que c'est comme si M. Trudeau reniait ce qui était perdre le Mexique comme allié dans une négociation. C'est pas très, je dirais que c'est pas très stratégique là. Une alliance Mexique-Canada contre les États-Unis sur un certain nombre d'éléments aurait été beaucoup plus, à mon avis, là, profitable aux deux pays. Mais ça a été finalement une négociation à trois pays et le Canada et le Mexique ne réussissant pas nécessairement, n'ayant pas le même type d'économie, il faut bien le dire, ça a amené un peu une certaine division. Bien sûr, M. Trump, en disant qu'il allait négocier juste avec le Mexique, on sait que c'est un élément de négociation parce que le principal partenaire, c'est le Canada. C'est le plus grand partenaire. On a la plus grande frontière dans le monde entre deux pays avec des échanges commerciaux majeurs. C'était un peu... je pense que M. Trudeau s'est laissé un peu embarquer par la rhétorique de M. Trump, malgré que Mme Friedland, qui était la négociatrice, a quand même tenu son bout sur plusieurs enjeux, et ce qui a permis, en fait, de reconduire pratiquement l'ALENA. Mais je dirais, c'est l'appui de la population là qui doit être le plus important dans ce genre d'entente. Et M. Trump s'est aliéné un peu les électeurs de son pays, puis, surtout par intérêt politique pour plaire aux républicains, mais comme je disais, à certains groupes aux États-Unis, dont les agriculteurs. Donc, c'était très électoraliste, son choix, et en misant sur, par exemple, le Michigan, évidemment, c'est le détroit de l'industrie de l'automobile. Donc, avec la crise économique qui s'est produite au Michigan, là, M. Trump essayait de trouver un alibi, en fait, pour trouver un peu une sinécure ou une solution aux difficultés économiques, la plupart aux États frontaliers entre le Canada et les États-Unis. Pour mettre un terme à cette émission aujourd'hui, professeur Guy Lachapelle, est-ce qu'il y aura, je dirais, un ouf de soulagement à Ottawa et dans le reste du Canada au cas où Joe Biden arrive à remporter les élections mardi prochain? Je pense absolument. Je pense que c'est même pas un choix partisan là ici. Je vous dirais, c'est surtout d'avoir une conversation, je dirais, avec le président des États-Unis. C'est vrai à Ottawa, c'est vrai dans les provinces aussi. Je pense qu'il va y avoir un soulagement planétaire aussi par rapport à l'antagoniste que M. Trump mettait de l'avant sur n'importe quel sujet. Et sa façon aussi de régler des problèmes avec les médias sociaux, je pense que je pense que les gens veulent passer à autre chose là et qu'on parle des vrais enjeux. Je pense aussi que le nombre d'Américains vont être heureux. Ce sera leur choix. Et je vous dirais aussi, n'oubliez pas aussi les provinces, parce que je vous dirais au Québec, par exemple, la question d'amener de l'électricité, par exemple, dans la région de Boston, Massachusetts, le projet continue, il va de l'avant. Et ça, c'est dans l'intérêt aussi des États de la Nouvelle-Angleterre. Et ça, je pense, ça va plaire
au gouvernement du Québec. Toutefois, en Alberta, comme M. Biden a dit qu'il allait, la question du pétrole, question environnementale, M. Trudeau a mis tous ces deux dans le même panier avec le projet Excel là-bas. Donc, ça risque là peut-être de froisser les Albertains. Donc, M. Trudeau va devoir, comme tous les premiers Canadiens, faire un arbitrage entre ses intérêts du gouvernement fédéral, mais surtout les intérêts dans les différentes régions. Mais la tension sera moindre et je pense que le dialogue va être plus facile, là, certainement, que M. Biden, même qu'une négociation. Mais dans tous les cas, une négociation, c'est jamais facile, mais ça reste quand même qu'il va y avoir probablement plus d'atomes crochus entre M. Biden et M. Trudeau que ce qu'on a vu avec M. Trump et M. Trudeau. Eh bien, au nom de tous les téléspectateurs de MCTV ici à Boston, un peu partout dans l'État du Massachusetts, merci d'avoir participé à cette émission. Merci et à bientôt. Merci, M. Cajus. Bonne soirée à tous. C'était donc avec nous aujourd'hui pour analyser cette campagne électorale américaine, Dr Guy Lachapelle, professeur titulaire et de sciences politiques à l'Université Concordia au Québec. Et Dr Lachapelle est également secrétaire général de l'Association internationale de sciences politiques. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, cette édition de Caméra Mosaïque. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine.